Oui, bonsoir. Oui, j'ai une question, enfin, une observation, si vous voulez, par rapport au film. J'ai observé qu'il y avait énormément de personnes, quand on voit les photos défilées, des personnes entre 40 et 50 ans. On voit absolument pas, quasiment pas de jeunes, alors qu'il y a, enfin, sur le terrain, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes soignants. On ne les voit pas. Voilà. C'était juste de l'observation que j'en fais. Et je suis soignante de métier, suspendue depuis le 15 février. Effectivement, dans l'entourage professionnel, il y a énormément de jeunes. Et après, ces jeunes, soit ils ont choisi d'accepter la vaccination, ou soit ils ont eu le Covid avant de faire la vaccination. Voilà, mais l'expérience, certains de ces jeunes ont eu des gros soucis suite à cette vaccination. Alors, des soucis notamment au niveau des menstruations. Voilà, je voulais témoigner de ça parce que c'est vrai que c'est ressorti plusieurs fois. J'ai vu des collègues, suite à la vaccination, devoir arrêter de travailler pour aller se coucher dans une salle de détente parce qu'ils étaient tellement pas bien. Ou voire en arrêt maladie parce qu'ils ne pouvaient pas venir travailler le lendemain. Voilà. Donc, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Enfin, tu veux montrer quelque chose? Ouais, ok, bah, commence. Oui, vous parlez des jeunes, du coup là on parle des soignants en poste, on ne comprend pas les étudiants en fait. Et moi, j'ai pas la source sûre, mais il semblerait que sur l'école d'infirmières de Briançon, il y ait une bonne partie d'étudiants qui est arrêté en fait suite à cette obligation vaccinale, puisque eux aussi étaient soumis à cette obligation. Et ça pose la question sur qui voudra être soignant demain. Enfin déjà aujourd'hui, qui veut être soignant quand on sait que de toute façon, puisqu'on est soignant, allez-y, faites ce que vous voulez de nous. Voilà, enfin, je voulais juste rebondir. Ça questionne sur la jeunesse. Ils le sont toujours soumis. Ils le sont toujours, les étudiants en fac de sciences, soumis à l'obligation vaccinale. Toujours. Et quelque part, ce qui est difficile à comprendre, c'est le manque de prise de conscience de la société tout entière. Parce que l'accès aux soins, c'est quand même un droit absolu du citoyen. Et quelque part, il a été complètement bridé. Et il l'est encore, parce qu'il y a encore des hôpitaux dans lesquels le pass est demandé, les tests sont obligatoires avant d'entrer à l'hôpital, moins pour de simples consultations, mais dès lors qu'une intervention chirurgicale est programmée, le test négatif est encore imposé. Il y a encore des établissements scolaires qui, par précaution, imposent le port du masque aux élèves à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Il y a eu toute une période pendant laquelle, au sein des établissements scolaires même, on faisait venir des vaccinobus et les enfants dès l'âge de 16 ans pouvaient être injectés sans l'accord parental requis et moins de 16 ans avec l'accord d'un seul parent. Un seul parent était suffisant, l'autorité parentale du second parent était complètement niée, alors qu'on sait bien que dans de simples affaires de séparation de conjoints, les juges sont particulièrement tatillons sur le respect de l'autorité parentale de chacun, là, tranquille. Qu'est-ce qui fait, moi c'est vraiment ce qui me questionne le plus profondément, hein. Qu'est-ce qui fait que chaque citoyen est complètement aveugle de la situation des gens qui ont été jetés du jour au lendemain, sans ressources, sans recours, sans motif réel d'incompétence ou de faute grave,
sans preuve qu'ils aient mis en danger la vie d'autrui? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est à ce point sourd à la souffrance? Vous parliez de la jeunesse, le taux de suicide chez les jeunes 20-30 ans, 20-25 ans a explosé. Le nombre d'étudiants qui se sont suicidés, eu égard à leurs conditions économiques, mais aussi aux pressions et aux entraves. Dans certains centres universitaires, les non-vaccinés, les étudiants non-vaccinés n'avaient même pas le droit de rentrer à la BU. Je veux dire, il y a eu pour eux un sentiment de tel rejet, de telle exclusion de la société tout entière, qu'il y en a énormément qui n'ont pas réussi à surmonter cette détresse. Vous parliez des troubles menstruels, je ne sais pas si tout le monde connaît où est mon cycle, mais ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de témoignages quotidiens de troubles menstruels, ou voire même de pathologies encore plus graves. Et il y a eu une commission d'enquête parlementaire, l'OPEX, dont les débats, contrairement à ce qui est l'usage, n'ont pas tous été rendus publics. Donc on peut en parler vraiment de tout ce qui... On peut même l'écrire, c'est important pour les générations qui sont encore jeunes, pour comprendre et qui prendront peut-être conscience dans quelques années de ce qu'elles ont vécu de l'intérieur sans comprendre ce qui se passait à l'extérieur. J'aimerais revenir aussi sur cette première remarque sur qu'est-ce qu'on... C'est vrai que c'est plutôt des gens avec de la bouteille qui ont pris la décision. Alors, il y a plein d'explications possibles, parce que, en fait, moi, j'ai été suspendu à l'âge de 54 ans, à 4 ans de la retraite. 3 ans de la retraite. Après 33 ans de métier de sapeur-pompier débuté chez les pompiers de Paris, enfin, avec une approche quand même assez solide de mon métier, en termes de conviction aussi. Et j'ai formé pendant des années des sapeurs-pompiers qui sortaient de l'école et que 4 mois plus tard, j'avais la responsabilité d'envoyer au feu, en espérant qu'ils reviennent tous sains de corps et d'esprit. Donc j'ai beaucoup questionné mes pratiques de formateur en plus de mes pratiques de sapeur-pompier, et ça m'a fait reprendre mes études à l'âge de 40 ans, à un âge où j'étais sans le savoir en plein burn-out, et où j'étais un jeune con qui pensait avoir 20 ans d'ancienneté dans le métier de pompier et qui pensait que c'était beaucoup déjà. J'étais juste au milieu et j'étais épuisé. Voilà, je ne savais pas pourquoi. Donc je me suis interrogé sur ces pratiques, je me suis lancé dans l'écriture parce que j'ai entendu cet appel. Et l'écriture a fait que mon premier livre est revenu au contact d'un universitaire, enfin, prof des sciences de l'éducation, et qui m'a convoqué en me disant voilà, il y a des choses dans ce livre que vous avez écrites et je pense que vous n'avez pas conscience de ce que vous avez écrit, de ce que vous pourriez en faire et à qui ça pourrait servir plus tard. Et du coup, j'ai repris mes études à ses côtés, j'ai fait de la recherche-action pendant 4 ans, je suis devenu chercheur au sein du laboratoire qui était mon centre de secours. J'avais sous mes mains à disposition un laboratoire où je pouvais en plus chauffer à forte température les gens que j'enquêtais, parce qu'ils étaient habitués à ces températures, mais à me questionner sur nos pratiques de formation. Sauf qu'à l'âge de 40 ans, moi, si cette affaire-là était arrivée, je pense que j'aurais peut-être pu faire partie des premiers vaccinés, parce que j'étais d'une naïveté absolue, et je n'avais pas forcément l'objectivité, le recul, la hauteur nécessaire sur mes propres pratiques. Donc en fait, je me suis formé à l'analyse des pratiques. Et je suis devenu, au-delà du pédagogue, un didacticien, voilà, professionnel. Et puis je crois qu'il y a une autre réponse, c'est que quand on a un peu plus de bouteilles, alors moi c'était pas mon cas parce que je suis pas du tout je suis plus cigale que fourmi, hein, mais je sais qu'en plus avec ce premier métier, me dire que j'avais la sécurité de l'emploi, je n'ai jamais cru. Parce que je pense que s'il y a bien un emploi qui était loin d'être certain et sûr, et de me permettre de rentrer tous les jours chez moi, c'était bien le métier de sapeur-pompier. Donc, quand j'observe ce qui s'est passé, je me dis, les anciens, ils avaient peut-être réussi à mettre un peu de patrimoine de côté, un peu de sécurité financière, qui leur permettait de tenir pendant quelques temps, que des jeunes, ils ne sont pas dans ce cas-là, surtout dans des régions comme Annecy, par exemple. Moi, je prends mon cas, où c'est très cher de se loger. La vie est très chère, et puis en plus, chez les pompiers, ça a tendance à flamber. C'est bizarre. Donc ça veut dire qu'il y a des bagnoles et des motos sur les parkings des centres de secours qui ne correspondent pas forcément au salaire de l'ouvrier qui les pilote. Et pour financer tous ces crédits, tous ces prêts et tous ces endettements,
c'est assez confortable d'aller faire des vacations avec un deuxième statut de pompier volontaire éventuellement, mais encore mieux quand on vous propose d'aller vacciner plutôt que d'aller monter une garde, parce que là c'est plus le même chiffre d'affaires, parce que moi là je parle de chiffre d'affaires en fait. Ils ont fait affaire avec les pompiers, ils les ont corrompus à ce niveau-là. Voilà. Les vaccinodromes, ça rime avec vélodrome et ça me fait penser à des souvenirs d'autres temps. Et je pense que ça a réveillé beaucoup de mémoire cellulaire, cette affaire-là. Et je ne suis pas médecin, mais j'ai juste essayé d'observer ce que je ressentais et ce qu'éventuellement il pouvait se passer en face. Et du coup, moi, quand j'ai repris ces études, je me suis interrogé sur mes pratiques de formateur et d'accompagnement au retour de l'intervention. Et ce qui m'a facilité la décision, 13 ans plus tard, de sortir du chantage, en fait, du chantage vaccinal, c'est que je me suis dit que maintenant, je ne pouvais plus compter que sur moi-même pour faire tourner ma propre planche à billets. J'étais en auto-édition, je sortais des poèmes, je passais pour un poète à la caserne, et je me suis dit, et si ils avaient raison? Si j'étais devenu plus poète que pompier, et auquel cas, est-ce que je peux vivre de mes écrits? Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas suffisant, il faut que je les rende vivants et vibrants, et j'ai sorti ma guitare, et ça m'a fait le plus grand bien. Et j'ai reconnecté non seulement l'artiste, mais aussi l'artisan, face à une guerre industrielle. Et je me suis dit, tiens, en termes de coaching, puisque ma reprise d'études m'a amené à créer ce que j'appelle le fire coaching, former, intervenir, réfléchir ensemble à partir d'une situation de crise. Bon, ben, si j'expliquais pas au monde que là, moi, je suis en plein cœur de la tempête et que je vais m'en sortir, je vois pas comment je pourrais continuer dignement à accompagner des gens et je serais un imposteur. Donc, de l'imposteur, je suis passé à une posture différente. Et j'ai quitté le centre de secours très triste de devoir laisser mes collègues parce que je ne me suis pas senti abandonné, je me suis senti les abandonner. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas ce recul et que le message passait pas, j'étais peut-être trop scientifique, trop intellectuel. Et je me suis dit, bah, de là où je serai, je vais continuer de leur chanter des chansons, leur écrire et m'adresser à un inconscient collectif. Et puis la poésie, ce qui est bien, c'est que sur les réseaux sociaux, quand vous diffusez tous les jours des posts, ben, en fait, vous n'êtes jamais censuré. Parce que les algorithmes ne comprennent pas la poésie. C'est comme les fumées d'un incendie que vous allumez. Et ils vont se balader partout où vous voulez. Et après, il suffit de relayer, il suffit de liker, de partager. Et on travaille sur un antivirus au sein d'un système qui est fait de toute façon pour nous enfermer dedans. Voilà. Et la troisième réflexion, ce que je me dis aussi, c'est que, en fait, les aînés dans nos métiers, il suffit de regarder ce qu'on fait de nos aînés à l'extérieur de nos métiers pour comprendre pourquoi on a été si maltraités. Il n'y a aucun respect pour l'ancienneté dans nos métiers aujourd'hui. Voilà. Donc ils nous ont laissé crever. Mais les gamins aussi, on les laisse crever. Pardon? Il y avait une question. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je voudrais savoir quelle est le parti pris du film de montrer que des médecins, et puis effectivement une sage-femme. Je me disais, est-ce que finalement le statut de médecin a permis à peut-être plus cette catégorie de pouvoir s'arrêter ayant des moyens financiers? Donc ça, je suis un peu surprise qu'il n'y ait pas d'ASH, qu'il n'y ait pas d'aide-soignant, qui ait pu témoigner, ou du personnel administratif. Et puis, je rajoute juste, parce que jusqu'à maintenant, j'ai des enseignants, c'est vrai que nous, les enseignants, on n'a jamais demandé de vacciner parce que ça avait trop d'impact économique, on sait très bien. Hein. Mais on peut avoir des petits actes, moi j'en ai eu des élèves de résistance sur des ports de masques qu'on ne leur a pas demandé forcément de porter. Merci. Alors, pour la question du public du film, enfin des acteurs du film, je pense que le mieux, c'est bien si c'est filmé, Fabien Moine, on s'adresse à toi, parce que c'est lui qui a fait le casting et le choix, et peut-être que c'est ce qui se présentait le mieux tout de suite pour lui, je ne sais pas, en fait, j'en ai aucune idée, mais c'est une vraie question, effectivement. Après, de mon angle à moi et de mon point de vue de chercheur, je me dis, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Salomé. Bon, Jacques Salomé, quand il évoque les soignants et les soignés, il décrit en 2 mots avec un trait d'union au milieu, hein, il fait référence au soi qui se renie ou qui se nie ou qui ne se connaît pas encore. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est la bascule. À un moment donné, il y a une bascule, parce que c'est des suspendus, mais des soignants entre 2 mondes. Et on voit bien qu'ils quittent un monde qui s'effondre pour aller co-construire la suite de ce qui les tient à cœur et qui est le soin.
Et là, je crois que peut-être qu'il y a un prochain film qui pourrait s'appeler Détendu, depuis l'autre monde, pour donner envie à ceux qui sont restés un petit peu dans leur peur et leur certitude de franchir un pont suspendu. Et ce pont suspendu, c'est nous en fait, qui sommes en suspension et qui arrivons à tenir le coup, peut-être juste pour permettre à des gens de traverser sur ce pont suspendu pour rejoindre l'autre rive. Voilà, c'est ma partie un peu poète qui me fait penser à ça. Et je me dis que ces médecins sont en train de nous expliquer aussi qu'eux sont en pleine renaissance et redécouverte de leur propre façon de soigner. C'est peut-être eux qui vont rencontrer des gens qui soignent déjà depuis très longtemps autrement et qui ne s'appellent pas médecins et qui pourtant ont des bons résultats. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Moi, je voudrais répondre. Je pense sincèrement que par rapport au film, il est plus facile de témoigner quand on est médecin, psychologue, sage-femme, on a une culture, enfin une facilité d'expression que d'autres personnels n'auraient pas forcément. Et là, ici, en tout cas, vous avez présent des personnels qui ne sont pas ni médecins ni infirmières. Donc, Lisiane, qui est ergothérapeute à la Fondation Edith Selzer. Claire, j'étais diététicienne au centre hospitalier d'Amboise. Entendu. Alors, diététicienne, au CHU d'Embrun. Et Cécile, kiné en libéral. Alors moi, je voudrais répondre à la première question par rapport aux jeunes. On le voit à chaque fois à toutes les manifestations et compagnie. C'est vrai que on réagissait en disant que c'est pas possible, comment ça se fait que les jeunes ne bougent pas. Et je suis assez d'accord pour dire que nous, les vieux, on est en fin de carrière, on a un petit peu d'argent devant nous, donc on peut se permettre d'être suspendu, parce qu'au début, on pensait franchement pas qu'on allait être suspendu pendant 1 an, et puis on va être suspendu encore pas longtemps, sachant que la suspension, normalement, légalement, c'est un temps court. Légalement, c'est un moment où, normalement, on est en train de réfléchir aux problèmes avec le salarié. C'est une période où, normalement, le salarié a son salaire. Donc, il garde aussi ses droits de trimestre pour la retraite. Et quand le problème, quand il a été vu avec le salarié, soit il y a réintégration, soit il y a une mise à pied, et là, en effet, la mise à pied, il n'y a plus de salaire. Donc, une suspension sans salaire, c'est absolument illégal. Ça n'existe pas. Donc, déjà, voilà. Les jeunes, eux, ils commencent leur vie. En tant que kiné, nous on est 70% en libéral et 30% en salariat, les infirmières c'est le contraire, mais en général ils démarrent, ils ont peut-être acheté un cabinet, acheté une maison, ils viennent d'avoir des enfants. Oui, il faut mettre quelque chose dans l'assiette, quoi. C'est hyper angoissant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, ceux-là, ils ont vraiment été contraints de se faire injecter. Et c'est tellement douloureux pour eux que du coup, ils ne veulent plus en entendre parler. Ils ont fermé la porte à ça. Ils se sont blindés et ils ne veulent plus réfléchir à ça. Quand on commence à leur parler des effets secondaires, c'est trop douloureux. Ce qui est important pour eux, c'est qu'on ne touche pas à leurs enfants. Donc la bataille pour les enfants, là, à mon avis, ils vont être là. Pour les injections, en fait, ils se sont fait injecter pour leurs enfants. Et je connais justement des kinés, pareil, en fin de carrière, qui se sont fait vacciner en première intention avant que ça soit obligatoire, parce que justement,
elle pensait qu'en se faisant vacciner, on laisserait tranquilles les jeunes. Donc c'était vraiment une façon de protéger les gens. Il faut quand même aussi savoir, en tant que soignant, que nous, dès le mois de juillet, on savait sur le terrain que cette vaccination ne protégeait pas contre la contamination et contre la transmission. Donc c'est pour ça qu'en tant que soignant, on s'est quand même posé des gros problèmes en disant, parce que ça nous a été vendu, la vaccination nous a été vendue pour protéger nos soignants, nos patients. Il fallait à tout prix qu'on se fasse injecter pour protéger nos patients. Sachant que ça ne protégeait pas contre la contamination et contre la transmission, pourquoi se faire injecter? Dans nos études, il y avait deux principes qui étaient, on nous bassinait là-dessus dès le premier jour de nos études, qui étaient en premier principe de précaution. Là, on ne sait pas. Et le deuxième, c'était primum non nocere. En premier lieu, ne pas nuire. Il vaut mieux ne rien faire que de risquer de nuire à quelqu'un. Donc du coup, voilà, ces deux principes-là ont été totalement bafoués. Et donc du coup, voilà pourquoi beaucoup ne se sont pas fait injecter. La deuxième question, c'était... Non, le deuxième... C'était Corinne. Non, mais oublie. La deuxième intervention, c'était Corinne sur les enfants, par rapport aux enfants et l'augmentation des suicides. Et puis la déliquescence de toutes les institutions, y compris l'éducation nationale, qui a carrément fait du prosélytisme au sein de ces établissements en prenant la mise en place de séances spécifiquement dédiées à valoriser la valeur citoyenne de la vaccination. À aucun moment dans l'histoire, l'État, l'institution éducation nationale ne s'est permise de faire un tel prosélytisme, d'inciter, on n'était pas obligé, hein, mais le nombre d'enseignants qui se sont crus devoir obéir le doigt sur la couture du pantalon est faramineux, mais comme dans toutes les administrations, il y a toujours un pourcentage à peu près égal, hein, mais voilà. De toute façon, en fait, c'est vain de chercher quelque chose de cohérent et de légal, parce que tout est complètement... tous les repères sont explosés. Ce qui explique aussi la difficulté d'une jeunesse pour qui c'est quand même pas naturel de penser que l'État ne vous veuille pas que du bien, quoi. J'ai une carte postale chez moi, tu sais, c'est les cartes postales avec les photos anciennes, je vous passe le micro après, madame. C'est marqué avant j'étais normale et ça m'a rendu dingue. Et je me dis, mais c'est vraiment ça, en fait. Et j'ai réussi à sortir de ça, mais c'est pas toujours gagné, mais on avance. En attendant la prochaine question, je peux aussi essayer de rebondir aussi sur vraiment ce que porte ce film, c'est-à-dire qu'on entend parler de l'espérance aussi. Donc c'est bien de revenir sur ça. Donc on sait maintenant tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a enduré, tout ce que en plus on pourra leur dire merci parce qu'on est en train de décortiquer tous les mécanismes de fonctionnement de manipulateurs pervers narcissiques qui n'ont qu'une seule façon d'agir. Ils n'ont pas plein de modes d'emploi, en fait, ils ont toujours le même, et on voit que quel que soit le sujet qu'ils nous remettent pour nous faire peur, ils utilisent exactement toujours la même démarche. Donc en fait, on est à l'école en train de prendre de l'info pour dire, vous voyez, c'est ça la manipulation pervers narcissique. Donc du coup, comment on peut se protéger de ça et comment on peut faire en sorte qu'à un moment donné, plus personne ne se fasse avoir. Pour revenir à la question des enfants, moi quand j'avais 40 ans, du coup mes filles avaient 14 ans de moins, donc elles étaient âgées de 9 ans et puis de 6 ans. Voilà. Donc ça veut dire qu'elles me faisaient énormément confiance, et puis quand je les ai vues grandir, à l'âge de 23-20 ans, je me suis dit, tiens, il va falloir que je leur fasse confiance dans la décision que je prends, et qu'elles arrivent à subvenir un peu plus à leurs besoins, parce que moi, je ne pourrais plus assumer ça, donc il va falloir que je leur explique ça, et que je leur demande de comprendre ça, malgré le fait qu'elles aient fait un autre choix que le mien.
Et après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'amour vis-à-vis d'elles, pour accompagner ce qu'elles sont en train de vivre, parce que de toute façon, il n'est pas question de faire encore plus peur sur tous les effets qui peuvent arriver derrière. C'est pas ça le projet. Voilà, ils ont eu suffisamment la trouille, donc maintenant, il y a autre chose à mettre en place. Et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, je prends un exemple, hein, mais ça fait 3 ans que moi, le Covid, je ne m'y intéresse pas parce que je me concentre sur le COP. Voilà. Le truc dont personne ne parle, alors qu'on sait tous que la solution, elle est là, quoi. Elle est dans la co-créativité, la coopération, la communication, la collaboration, la collectivité, la communauté. La collaboration, il faut peut-être leur visiter aussi. Voilà. Et puis peut-être que résistance, du coup, il faut peut-être leur visiter aussi. Parce que résistance, ça nous met dans un combat. Alors qu'on est peut-être en train de faire face à une propre résistance à nos propres changements, dans un truc où finalement on n'a pas la main sur le truc, ben, acceptons de nous laisser suspendre, puisqu'on a pris cette décision de se mettre en suspension, puis on va aller vers le vent le plus favorable, parce qu'en suspension, on n'a pas chuté encore. Et on est capable de s'élever. Voilà. Et que peut-être que la solution, elle est là, et de montrer qu'on est capable de ça, à ceux qui se posent peut-être la question, et puis ne pas oublier non plus tous ceux qui ont fait usage de faux, à commencer, j'en profite parce qu'on est filmé, par l'officier supérieur qui moi m'a mis en suspension et qui ne respecte pas le schéma vaccinal. Voilà. Donc il y en a plein comme ça. Et ils ont leurs raisons et ça leur appartient. Après les nuits qui passent, ça leur appartient aussi. Quoi. Donc il y a une question ici. Allez-y. Oui, bonsoir. Je voulais partager 3 choses avec vous. Déjà, merci pour le film, pour la programmation, pour tout ce que vous avez fait, pour tous les actes de résistance, chacun à son niveau, à sa façon. Et donc, merci pour ça. La deuxième chose, c'était dans le fil de la grosse pelote, là où on peut tirer, chacun est entré par son côté. Et un truc qui n'est pas dans le film et que je voulais ajouter pour le partager, c'est que moi, ce qui m'a fait réagir sur le vaccin, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est que c'est la première fois, je crois, et je demande de confirmation s'il y a des personnes compétentes là-dessus, c'est la première fois qu'on impose un vaccin ou un protocole médical sans tenir compte des contre-indications thérapeutiques. Je veux dire que moi je suis allée voir mon médecin, je lui dis voilà, moi il me semble que je suis le profil exact qui a les contre-indications vu les réactions que font les personnes qui ont déjà été vaccinées, et est-ce qu'il y a des contre-indications thérapeutiques, est-ce que je peux être exemptée compte tenu de mon profil personnel? Et elle me dit non, non, les labos, dans la notice qu'ils fournissent avec, ne prévoient pas de contre-indications thérapeutiques. Ça me semble énorme. Voilà, bon, ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, là où je vous suis pas et où je comprends pas, c'est quand j'entends dire que c'est apolitique. Moi, il me semble que c'est dit d'ailleurs dans le film, c'est dit par plusieurs d'entre vous, on est face à une entreprise de démolition du service public, de tout ce qui était le bien commun, de ce qui nous appartenait ensemble et qui avait été construit avec notre argent et l'argent de nos antécédents, etc. Et on est en train de se le faire voler. Ils sont en train de détruire l'hôpital parce qu'il y a une cohérence, il me semble, c'est celle-là. Hein, sinon, rien n'a de sens. Quoi. Je veux dire qu'empêcher les gens de soigner, dénier les compétences, comme ça a été dit, etc. Il n'y a rien qui tient debout, sauf, effectivement, la destruction de l'hôpital public. Quoi. Ça paraît évident. Et moi, je suis prof, et effectivement, je suis en fin de carrière, et ça fait mal au cœur de partir en voyant cette institution que j'ai défendue de toutes mes forces, toute ma carrière, partir en petits bouts tous les jours. J'ai participé à toutes les manifestations de soutien aux soignants parce que, entre autres, pas uniquement pour ça, mais aussi parce que je savais bien que les profs, on était les suivants sur la liste de l'obligation vaccinale. Enfin voilà, tout ça. Et il me semble que, bien sûr que c'est bien de développer la médecine autrement, qu'il faut explorer toutes ces voies-là et les développer, mais il faut que ça appartienne à tout le monde, quoi. Il faut que ça soit l'hôpital qui évolue vers cette médecine-là, et pas qu'on se loue de
l'hôpital. Et je veux bien qu'on fasse du commun à l'extérieur si la situation est trop dure à un moment donné sur place. Mais l'objectif, ça doit être quand même de garder nos services publics. Merde, ils sont à nous. On va pas se les laisser prendre. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on résiste tous ensemble sur tous les fronts. Et c'est la convergence des luttes, quoi, comme on dit couramment. Voilà. Alors, effectivement, mais je pense pas, moi j'ai pas souvenir qu'on ait lié le fait que ce soit politique. Et peut-être que nos services publics ont besoin d'être réinventés surtout. Et qu'on se les réapproprie au lieu de les confier à des banquiers. Mais c'est référence à ça. Je pense que c'est des débat ouvert. Quand je suis allée poser les affiches à Briançon, il y a une dame qui m'a dit c'est politique. Alors je dis bah non. Enfin, si, en fait, c'est extrêmement politique. Voilà. C'est juste que mon étiquette, je suis pas ni pour la gauche ni pour la droite, en fait. J'agis pour la vie de... Juste une formule que j'ai oubliée, c'est, il me semble que le plus simple, c'est de dire que l'apolitisme n'existe pas. Non. Oui, chacun Je politique. voudrais juste rajouter que les personnels médico-social a été aussi également suspendu. Il n'y a pas que les soignants. Non, en fait, dans les soignants, tu fais bien de préciser, mais il y a aussi donc les médico-sociaux, mais aussi les secrétaires, les agents techniques, les jardiniers, tout un tas de gens qui ne sont jamais... Enfin, effectivement, c'est bien plus vaste, et puis on en a oublié encore certainement, et désolé si on vous a oublié, parce que il y en a tellement. Je sais bien qu'on n'est pas oublié, enfin aussi on est oublié, peu importe, ils sont oubliés, pas oubliés, mais dans le film... En fait, quand on dit soignant, même moi, enfin, je suis pas soignante, mais je me dis soignante pour l'occasion, puisqu'on parle que des soignants, donc... Juste pour info, je suis assistante sociale. Pardon ? Pour information, je suis assistante sociale. Donc le médico-social est représenté. Moi, j'étais ergothérapeute dans le C'est un médico-social. parti ça bien loin, parce qu'à l'époque à laquelle il a fait ce reportage, on parlait principalement des soignants et qu'il a fait appel aux volontaires, aux personnes qui ont accepté de témoigner à visage découvert. Ouais. Et on était au tout début, parce que ce film, il date quand même maintenant, on était au tout début et c'est vrai qu'il y avait assez peu de personnes qui n'appréhendaient pas les conséquences de se montrer, de témoigner à visage découvert. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une personne très intelligente et qui serait largement capable d'étendre. Il y a un moment donné où, en plus, sur le plan pratique, c'est un monsieur qui, à ses frais, s'est déplacé partout en France pour tendre le micro et la caméra aux personnes qui sont entrées en contact avec eux. Et tous ces contacts-là sont réalisés sur des réseaux complotistes. Je veux dire, il faut bien se mettre en tête qu'effectivement, une des plus grandes difficultés depuis le départ, c'est de mettre les personnes en lien, de se connaître, de refuser l'étiquette, d'accepter de s'exposer, quelle que soit notre fonction. C'est plus difficile de s'exposer pour ces personnes, enfin les médecins, je parle, les personnes qui ont des statuts, on va dire, plus élevés que les aides-soignants. Non, mais ces gens-là... Non, mais ces gens-là, ils sont plus exposés parce que ils sont censés avoir le savoir et donc connaître la science, les médecines et tout ça. Il faut toujours avoir plusieurs hypothèses. C'est pas possible, c'est pas pensable qu'un médecin puisse dire non, ce truc que vous injectez, j'en veux pas et j'en veux pour personne. Donc c'est plus ça, à mon avis, que les médecins ils craignaient par rapport à nous, des gens qui sont à des niveaux plus inférieurs. Donc finalement, nous, la plupart de mes collègues, si ma foi, ils ont accepté, enfin voilà, c'est la contrainte, parce que il faut manger, quoi. Ils n'ont quand même pas beaucoup d'argent. Dans le film, je n'ai pas entendu parler d'un niveau inférieur. C'est économique, après, c'est plus politique, c'est économique, malheureusement, pour la plupart de l'argent, quoi, parce que voilà, il faut à un moment donné, c'est un risque à prendre aussi. Bon, il y en a qui l'ont pris, hein, je ne dis pas, mais il y en a qui n'ont peut-être pas pris pour ça, pour des raisons économiques, quoi. Moi, ça me plaît pas trop cette idée d'infériorité, en fait. On ne sait pas pourquoi, effectivement, ça me questionne et il faudra le questionner. Je pense que ce serait intéressant de savoir pourquoi c'est des... Enfin, il n'y a pas que des médecins, d'ailleurs. Il y a une psychologue et une sage-femme, ok. Mais d'ailleurs, ce médecin m'a dit, en fait, les gens les plus intelligents, c'est pas ceux qu'on croit, et ça, c'est une grande découverte pour moi. Donc, ne restons pas nous-mêmes là-dedans, parce que moi, personnellement, j'en suis pas du tout convaincue. Et qu'est-ce
qu'est-ce qui fait l'intelligence Non, on je peut dis vraiment pas se qu'ils étaient questionner, plus quoi. intelligents, je dis qu'ils... Enfin, ou inférieur. Oui, non, mais je veux dire, Dans par la rapport hiérarchie. Tu veux dire par leur niveau de vie? Oui, bon, par rapport à leur vie économique, c'est sûr que, voilà. Dans la Parce hiérarchie. que sinon, C'est les déjà êtres humains, on n'a juste pas les mêmes fonctions, on n'a pas le même parcours, C'est pas ça que je vous en mais c'est tout, quoi. Dans le fait que eux, les médecins, ils ont plus de mal à s'exposer, enfin, je sais pas, enfin, à visage découvert et dire, bah, moi, je refuse, non? Je sais pas, moi j'en sais rien. Je dis toujours qu'il faut avoir plusieurs hypothèses avant, hein. On sait jamais. J'ai le sentiment que ces personnes-là, c'est pour eux plus facile de s'exposer publiquement. Ah non, au contraire, c'était moins facile pour eux, je pense que c'était. Enfin, j'en sais rien. Par contre, ça pouvait aussi avoir plus de poids. Oui, c'est sûr. Oui, il y avait ça, ouais. Il y a un monsieur qui me parle. Oui, moi je suis en train de vous écouter, c'est un faux débat. Le problème il se situe bien en amont. Voilà, il faut dépasser un petit peu ce clivage. Moi, j'applaudis au film, bien que je suis dans le respect de voir ces gens qui s'expriment et puis qui montent un film. Bon, c'est une petite partie de l'ensemble d'un problème qui est vaste. Et c'est la société qui est malade. Bon, alors, comment ça soigne cette société? C'est peut-être ça la question de fond. Comment soigne la société? Parce que là, ce qu'on a vu, puisque vous nous dites les uns et les autres, c'est la reconversion individuelle, et on cherche, hélas, chacun, il faut gagner sa croûte, et puis faire de la médecine autrement, etc. Bon, d'accord, mais moi je sors de 2 ostos, je vois mal me faire soigner par les petites plantes alors que j'ai eu 2 opérations. Bon, je suis en pleine forme, et je dis merci, encore à ce qui reste du service public, parce que j'ai eu les moyens de pouvoir me le payer dans le secteur de... Voilà, bon, alors, petite parenthèse, mais ça m'amène à aller plus loin en disant, mais ici, on s'est bagarré sur l'hôpital public, on a monté une association, on a défié à 1000 personnes autour de l'hôpital, on a pris d'assaut le conseil d'administration avec je ne sais pas qui était à la tête, etc. C'était la bagarre, et puis on l'a eu dans le baba, quoi. C'est un gros baba. Mais pourquoi on l'a eu dans le baba? Parce que ça ne suivait pas dans l'hôpital, excusez-moi pour les collègues soignants, et pourtant ma fille est infirmière, donc et à l'hosto. Je connais donc les conditions. Ça ne suivait pas dans l'hôpital, mais l'opinion publique, à part les 1000 personnes qui étaient dehors, elle ne suivait pas non plus. Alors la bagarre, elle est quand même autrement. Moi j'ai quand même, j'ai eu 20 ans, beaucoup plus, mais j'ai été quand même baigné dans ma jeunesse par la résistance. Voilà. Et le Conseil national de la résistance, la France était à plat, et il y a quand même eu les services de santé qui se sont mis d'aplomb, les hôpitaux, les dispensaires, et il y avait du soin public. Il n'existe plus ce soin public. Il devient de plus en plus sélectif. Donc, mettons le monde à l'envers, c'est-à-dire reconstruisons ce que les autres nous ont détruit. Mais il ne s'agit pas de faire ces petits trucs de reconversion. Alors, il faut faire la reconversion individuelle. Ça, moi, il faut que chacun y donne sa croûte, et bravo, hein, il faut se démerder dans le système. Mais il y a et de la solidarité. Oui, bravo, de l'empathie, bravo, etc. Il y a tout. Hein. Vous parliez des sciences humaines et sociales, bravo, il faut savoir tout ça. Mais quelque part, excusez-moi, le mot politique, moi je le mets en avant, parce que le problème, il se situe dans un problème sociétal. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, dans cette société pourrie? Tous, et je dis bien tous, c'est pas nous, et ici, la petite salle par rapport aux affiches qu'on a pu voir, etc., moi je m'attendais à faire la queue, j'ai foutu ma bagnole parfaite à haut qui aurait été, je regardais, il y avait plein de places vides, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Bon, ok, et pourtant des jeunes, quand on fait la manif pour l'autre dimanche, il y avait la manif pour les saisonniers qui ne trouvent pas de logement, il y avait la jeunesse là. Bon, mais tous ces groupes, les uns et les autres, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on fasse quand même, je vais appeler ça une révolution sociale, moi. Voilà. Et là, la visée. Et dans le film, le film, le seul reproche, il n'y a pas cette visée. On dit oui, il faut changer le monde, oui, il faut, etc., mais quelle est la visée? Et là, il faut peut-être nous-mêmes tous, c'est pas un dictat, mais qu'on s'en imprègne et qu'on le fasse ensemble. C'est tout.
répondre par rapport aux différents collectifs. Donc, il y a énormément de collectifs en France qui se réunissent. Nous, avec l'association Unipaca, on est en partenariat avec 100 collectifs en France. Et on se voit régulièrement, on essaye de travailler ensemble pour essayer d'améliorer les choses. Mais ça se fait pas comme ça. Ouais, je sais bien. Mais voilà, donc il faut continuer dans ce sens-là. Mais avec une visée. Oui. Ah voilà, Moi, si j'ai on une oublie la visée, question à on vous peut se poser parce réunir. que moi j'ai une question à vous poser, monsieur, parce que alors moi, ma petite personne n'a aucune idée de comment changer le système, vraiment. Mais je me dis, est-ce une raison pour ne rien faire? Donc, pour moi, la seule chose, la chose la plus simple et en même temps la plus difficile, c'est déjà d'être moi un peu mieux, plus en accord en tout cas avec tout ce qu'on dit là, de me mettre en lien localement avec vous ce soir, avec Unipaca, lors des événements, vivre quoi avec les gens qui m'entourent, et puis j'ai une espèce de peut-être de rêve, c'est que je ne sais pas comment les choses vont se faire, mais elles vont se faire. Et est-ce que tout ce qui a été mis en place, les organisations de la société, est-ce que quelqu'un ou un groupe de personnes avait dit ça se passera comme ça? Je suis pas sûre. Je me dis qu'aussi on peut se faire confiance. Après, ça demande d'agir chacun. Et il n'y a pas longtemps, j'étais au camp d'Émile à Aix-en-Provence, qui était un camp de détention, de déportation des Juifs. Et ils ont tout un volet réflexif pour se servir de cette histoire. Et il y a une phrase qui dit, c'est chacun peut réagir, chacun à sa manière. Et on ne sait pas. Et oui, vous avez raison, ce qu'on vit là et ce qu'on dénonce là, c'est récent et ça ne date pas d'hier, finalement. Sauf que c'est un prétexte pour se retrouver et puis pour encore redire les mêmes choses, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Moi j'applaudis. C'est ça. Ce qui se fait, hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à agir chacun à sa manière sans savoir? C'est une question que je vous retourne finalement. Vaut mieux quelque part avoir de la connaissance. Excusez-moi, hein, il y a des économistes, il y a des sociologues, etc. Moi, je fais quand même confiance à des chercheurs, vous êtes dans la recherche, qui nous donnent des éclairages sur la façon dont on vit, mais aussi de la façon dont on pourrait vivre autrement. Mais le pourrait vivre autrement, il va se construire ensemble, justement. Nous là. Si vous voulez, en tant que chercheur et en tant que pompier, en ayant les deux casquettes, je peux vous donner une piste de réflexion qui est évoquée dans ce film. On a bien vu que tout ce qu'on a vécu et ce qu'on est en train de vivre encore génère énormément de stress. Bien sûr. On est tous d'accord pour dire que dans une situation où il y a un stress énorme, en face, ça déclenche de la réactivité. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est tout de suite à essayer de réagir. Les trois façons de réagir, c'est soit j'attaque, soit je fuis, soit je reste complètement sidéré par ce qui est en train de se passer, parce que j'y comprends rien, je suis en perte de sens, en quête de repère, parce que c'est une des réactions possibles au stress et à l'hyperstress. Après, ça c'est une partie du cerveau qui est formatée comme ça, et c'est la plus ancienne, c'est la reptilienne. Il y a le cerveau émotionnel aussi qui prend le relais, et qui, dans cette émotion intense qu'est la peur, ne sait pas trop comment s'y prendre. Si on fait référence à la résistance de la dernière guerre, moi j'habite du côté du plateau des Glières. Quand je suis arrivé dans la région d'Annecy, je suis un ch'ti au départ, je me suis passionné pour l'histoire de la résistance au plateau des Glières. Je me suis dit, waouh, mais si demain il y avait un nouveau conflit qui pète, combien monterait au plateau, sachant ce qui s'est passé pour ceux qui y sont montés il y a 50 ans? C'est impossible. Voilà. C'est difficile parce que devant nous, mais les résistants de l'époque ne savaient pas non plus dans quoi ils s'engageaient et où ils allaient, et comment ils allaient s'en sortir. Déjà, les gilets jaunes, on en prend plein la gueule, et moi j'étais à Paris, je sais ce qu'il en est, donc la réponse des Glières, c'est impossible de faire de la résistance. Alors on va faire appel à une autre réponse possible du cerveau, c'est qu'en situation de stress, la réactivité, moi j'aime beaucoup jouer avec les lettres et les mots, et j'aime bien les choper au passage quand elles sont là et qu'elles me disent quelque chose, un petit peu style langage des oiseaux. Dans la réactivité, je me dis, tiens, et si je revenais au centre? Si je venais là au centre et que je me disais, qu'est-ce que je peux trouver au centre? Au centre du mot réactivité, il y a un C. Ah ben, c'est cool. Ce C, je vais le mettre au début du mot. Je tombe sur le mot créativité.
Et là, je me dis, waouh, belle découverte. Parce que le temps que je fasse ça, j'ai switché la réaction immédiate du cerveau qui insisterait à aller au combat ou à faire d'autres... Voilà. Et je me dis, est-ce que je peux faire appel à ma créativité pour imaginer le monde dans lequel j'aimerais vivre par rapport à ce stress qui est insupportable et auquel je n'ai pas de réponse. Ça veut dire que je commence à retourner la situation à mon avantage en me disant, cette situation, je ne vais plus la subir en termes de stress, je vais la redécouvrir pour voir comment je peux contribuer à mon petit niveau avec d'autres personnes que j'arrive à connecter progressivement. Et c'est ce qui explique que d'un seul coup j'arrive à me déplacer d'Annecy à Briançon, mais en plus parce que je reviens de Nice. Et là il y a des connexions qui se font au-delà des écrans de fumée, dans lesquels on aimerait bien nous laisser bien longtemps à se demander ce qui se passe et à chercher de l'info que sur ces réseaux-là. Et peut-être que cette connexion humaine, elle prend du temps. Mais peut-être qu'on peut faire confiance au temps qui fait aussi partie du processus de transformation. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Bon, je me lève parce que je ne veux pas tourner le dos. Bonsoir à tout le monde. J'ai 65 ans, personne à risque. J'ai eu 2 fois le Covid, et je me suis soigné tout seul. Moi, je préfère croire tous les gens qu'on a vus sur l'écran que les politiciens. On n'a pas parlé de Fontignan. On l'a mis en prison, en hôpital psychiatrique. Tiens. Bizarre, non? Péronne, convoqué. Tous les médecins. Hein? Tiens. Professeur Montagnier, on a à peine dit qu'il était décédé. Tiens. D'accord? Donc moi, je préfère croire tous ces gens-là. Merci à eux. Merci à eux parce qu'en plus, ils n'hésitent pas à ne plus avoir de salaire. Et je suis vraiment triste pour les gens qui ont dit je suis obligé de continuer, me vacciner parce que je fais comment? L'argent qui rend malheureux. L'argent qui rend malheureux. Il n'y a pas que les médecins qu'on a dit tout à l'heure, la dame en a parlé. J'ai des potes qui travaillent dans les restaurants, qui ont perdu leur boulot. Je vais vous parler d'un témoignage. Je rentre un peu moins dans le débat, mais je vais vous parler d'un témoignage. J'ai un pote ici, 49 ans, il a trouvé un boulot dans les clubs de vacances. 2 vaccins. Très malade. Il a démissionné. Combien d'enfants qui sont décédés, des enfants, pour des problèmes cardiaques, ça ne s'est jamais arrivé. Alors moi je préfère croire ces messieurs que les politiciens. Entre parenthèses, Véran. Il met la culpa pour les masques. Il a écrit son petit bouquin pour gagner un peu des sous. Alors il y en a ras-le-bol. Alors je ne me suis pas présenté, je suis gilet jaune du premier jour. Alors au début, il y a gilet, merci monsieur. Gilet jaune, on n'arrêtait pas de parler des gilets jaunes. Alors j'ai appris que j'étais fasciste, raciste, cassos, RSA, alcoolique, casseur. J'ai appris tout ça. Puis après il y a eu le Covid. Alors j'ai appris que j'étais un complotiste illuminé. Ils en ont parlé dans le film, les journalistes, les médias. Je suis créateur de maillots, c'est mon dernier. Je suis complotiste illuminé, mais j'écoute pas BFM. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est qu'on est unis ce soir. Et il y a plein de gens qui se disent dans toute la France aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une interrogation, il y a une inquiétude. Moi, ils n'auront pas ma peur, je n'aurai pas peur d'eux. Je suis inquiet pour mes gamins, pas pour moi. Mais il ne faut pas avoir peur, parce que vous savez, tout ça, entre les gilets jaunes, le vaccin, et puis maintenant, c'est le pass, le pass écologique. C'est pour voir jusqu'où peut aller notre soumission. Alors maintenant, il va falloir qu'on se réveille et qu'on s'unisse. Merci. J'aimerais passer la parole à un commissaire divisionnaire belge qui est parmi nous. Donc par rapport aux gilets jaunes, je trouve que ça doit être très intéressant. Donc bonsoir à tous, je suis Stéphane, effectivement commissaire divisionnaire de la police fédérale belge. J'ai 37 ans de carrière, ce qui est quand même assez conséquent. J'ai servi principalement dans ce qu'on appelle le maintien d'ordre,
terme que je déteste. Je préfère parler de gestion négociée de l'espace public. Et vous allez comprendre pourquoi après. Comme je n'aime pas le terme force de l'ordre, je préfère le terme gardien de la paix. Comme je suis rentré à la gendarmerie en 86, enfin 85, je suis rentré à la gendarmerie non pas pour être du côté des politiciens, non pas pour être du côté des autorités, mais pour protéger la population. Donc ça, c'est mon message de base. Alors maintenant, quand j'entends monsieur qui parle des violences faites aux manifestants, je vous comprends. Je vous comprends. On voit les images. C'est pas beau. C'est pas chouette. On peut se poser des questions. On a créé un groupe, mais il en existe plusieurs. On a créé un groupe qui s'appelle Police pour la vérité. Il y a une antenne belge, il y a une antenne française. Je travaille dans les deux antennes pour l'instant. La présidente de l'antenne française est d'ailleurs une espagnole. Et le but de ces associations, c'est quoi? C'est justement de réunir la population avec la police. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le même bateau. Pourquoi? Parce que le manifestant qui est en face de moi n'est pas l'ennemi ou l'adversaire, comme c'est appris dans les manuels de la police nationale ou de la gendarmerie. Le manifestant qui est en face de moi, c'est une personne qui veut exprimer une opinion. C'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon fils. Ce que vous voyez dans les images, ce n'est pas une violence policière, c'est une violence d'État. Donc là, de l'autre côté, moi je vous demanderais, vous aussi, de savoir qu'en face de vous, c'est votre frère, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre soeur, c'est votre fils. Et donc, ce qu'on doit faire, et quand vous parliez qu'on doit tous agir, nous agissons aussi. Et nous faisons des conférences, nous interpellons nos collègues, nous interpellons maintenant, on a commencé déjà ce matin, parce que ma journée a déjà été très longue. Alors on a commencé ce matin, on essaye d'interpeller les élus locaux pour faire changer justement toute cette mentalité-là. Et pour qu'on en arrive aussi à faire prendre conscience à nos collègues que ça ne sert à rien une violence inutile, faire comprendre à nos élus qu'il y a d'autres moyens que la répression. Il y a, et c'est là que j'y reviens, il y a la gestion des dossiers de l'espace public, qui est quoi? C'est on se met ensemble autour d'une table, on détermine manifestants partenaires, policiers et autorités administratives, principalement le préfet ici en France, et on détermine quelles sont les attentes et les besoins de chacun. Et si on a un groupe de 10 000 personnes qui veulent passer devant un ministère, pourquoi ne pas l'accepter? Voilà. Pourquoi lasser les gens? Pourquoi interdire au lieu de laisser les gens s'exprimer? Donc sachez que voilà, les gardiens de la paix sont là pour vous aider, pour vous protéger, et certainement pas pour vous abîmer. Merci. Je vais essayer de parler comme ça. Oh, bah, c'est ceux qui portent. Non, forcément. Moi, je voulais juste faire une petite intervention sur. Prends le micro. Je suis sûr que ça va bien parler de la. Oh, ça vient. C'est pour ça. Ouais, j'ai bloqué le bras. Tu colles sur ton menton. Oui, je voulais juste rebondir sur le mot complotiste, parce que c'est vraiment le truc qu'on nous sert à chaque fois qu'on veut nous faire taire. Moi, personnellement, je considère que si être complotiste, c'est réfléchir, ne pas accepter ce qu'on veut nous faire avaler au niveau des médias, au niveau d'un certain nombre d'institutions, alors oui, moi peut-être que je me revendique comme complotiste. Parce qu'en fait, complotiste, ça ne veut pas dire qu'on complote. Ce sont les comploteurs qui complotent, s'il y en a, bien sûr. Enfin, en tous les cas, c'est la tarte à la crème qu'on a inventée. Je ne sais pas qui l'a inventé, ça a été inventé il y a quelques dizaines d'années, et ça permet de clore les débats qui sont gênants.
Je voulais aussi rajouter une chose, quand on se pose la question pourquoi est-ce que les gens ont une telle inertie dans la situation actuelle, où ils laissent quasi se détruire le service public. Et ne croyez pas qu'il n'y a que le monde hospitalier, il y a le monde enseignant, il y a la police, il y a la justice. Vous prenez n'importe quel secteur public, ils sont en train de le détruire et ils essaient de le remplacer par du privé. C'est personnel ce que je dis, mais... Non, c'est ça. On est plusieurs à l'avoir dit. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi une technique qui est utilisée et qui est expliquée dans un bouquin qui est comment forcer le consentement des choses. Et je pense que c'est intéressant et ça pourrait peut-être au travers de ce qui est écrit là-dedans trouver justement des solutions pour contrecarrer leurs idées. Maintenant, on a eu aussi une réflexion au sein de notre groupe. Comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit renverser le système actuel qui est en train de s'effondrer, principalement en Occident? En Occident, il s'effondre, ça je peux vous le garantir. Si, je vous le garantis, il s'effondre. Deuxième solution, on laisse s'effondrer ce qui va se passer. Et à côté de ça, on commence à reconstruire. Et je pense que c'est ce que, dans le film ici, c'était le message passé clairement, hein, de dire on reconstruit sur le côté et on laisse s'écrouler l'ancien monde. Et je pense que c'est une bonne solution. Il s'écoulera pas? Si, je peux être capable. J'ai demandé le micro, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai besoin de vous parler parce que je sens en moi plein d'émotions, plein de vibrations, des choses complètement différentes, énormément de colère, énormément de peur, énormément d'incompréhension. Et ça vibre en moi. Est-ce que lorsque je suis dans cet état-là, je perds ma stabilité. Pour retrouver ma stabilité, je me reconnecte à mon corps, à ses vibrations, mais aussi en son centre, qui est l'espace du cœur, placé juste derrière le sternum. Ça fait rire beaucoup parce que c'est mon cheval de bataille, donc Annick est partie sur cette idée. On nous a déjà placé le cœur à gauche. On voit, je n'étais pas partie pour ça, Annick. On voit les hommes politiques qui jurent la main sur le cœur dans le poumon gauche. On voit les footballeurs qui chantent leur hymne national avec la main sur le poumon gauche. Mais les pompiers savent que le cœur est juste placé derrière le sternum en plein centre. Et quand on a le cœur en plein centre, on retrouve son axe de verticalité, avec la tête, le cœur, le ventre. Regardez ma verticalité, elle tremble. Et on trouve son ancrage dans les pieds. Et quand j'ai pris la parole, ce n'était pas du tout pour dire ça. Mais c'est ça qui vient, donc je suis mon inspiration, je suis ce qui vient. C'était peut-être pour dire qu'on a été éduqué dans un système de domination et de soumission, ou d'effondrement, d'inertie, parce que justement on veut être ni dans la soumission, ni dans la domination. Mais une grande partie de notre population, et moi-même par moments, je me sens complètement, j'ai perdu le mot, c'est quelque chose comme inerte. Asservi? Non, c'est inerte. Je perds mon énergie, je perds ma façon de penser, je perds mon envie d'agir. Et je crois qu'on a été éduqué à ça. Et que là maintenant, la question c'est de se poser qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire à partir de cette éducation? Comment on va réfléchir pour sortir de ça, de cette croyance qu'il faut dominer, qu'il faut gagner? Tout le sport est organisé pour gagner. De mon temps, je suis ceinture noire de judo, de mon temps, c'était pour construire l'autre et se construire en même temps, pour faire un échange. Et quand on tombait par terre, c'était pour mieux se relever. Et on aidait l'autre à se relever. Aujourd'hui, on doit faire mal, on doit gagner, on doit avoir des honneurs, on doit avoir des médailles. Et on perd tout sens d'humanité. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est justement... Non, je me trompe. Excusez-moi, je reprends ma phrase. Ce qu'ils essaient de faire,
c'est de nous faire perdre le sens de l'humain, de nous séduire, beaucoup d'entre vous, et même nos amis à la télévision, ils essayent de créer, nous essayons ensemble de créer une nouvelle relation à la vie, au vivant et à la réalité, et non pas à l'illusion et à toutes les pensées perverses auxquelles on nous... Ça y est, le mot est encore parti, il est temps que je le quitte. Merci. Ils nous font croire qu'on est tout petit et que de toute façon on ne peut rien contre ce qui va se passer. Non, mais je ne vais pas dire tout de suite. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Merci Noël de l'aborder. En fait, en décembre 2019, donc je participais à une réunion d'éthique là où je travaillais, en fait. Et à cette réunion, je fais là, ça sent pas bon. L'année prochaine, on y a droit. Déjà, le vaccin contre la grippe, on avait des points primes en plus si on se faisait vacciner. Il faut le savoir, ça quand même. Hein. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ça a été enlevé il n'y a pas longtemps. Mais c'était une réalité. Donc je fais, ça va venir. Donc déjà, je le sentais. Et du coup, c'est arrivé. Et là où je voulais en venir, en fait, c'est quand les gens m'ont demandé « Mais pourquoi tu l'as fait, en fait? Sur quoi tu te bases ?» Parce que je reprends votre réflexion, monsieur, sur la science. C'est science sans conscience n'est que mort de l'âme, c'est ça? Ruine de l'âme. Ruine de l'âme, merci. Et alors je répondais à ces gens, ben vraiment, je vais te dire, ben mon intuition. Ça fait longtemps que je sais que j'ai pas envie de ça, mais c'est pas tant ce vaccin si on veut, mais c'est tout ça en fait, c'est tout ça que je refuse, c'est ce passe, c'est tout. Et ton intuition, mais alors si tout le monde suit son intuition, mais où va le monde? Et moi j'ai l'impression que c'est ce défi-là en fait qu'on nous propose. Alors je suis convaincue des bienfaits de la science quand elle est faite en conscience, pour le coup. Et vraiment, c'est certain, c'est une alliée pour notre humanité. Mais par contre, est-ce qu'on peut aussi s'autoriser à se faire un peu plus confiance, nous qui n'avons pas passé notre vie à étudier un virus, quoi. Ils vont pas nous faire croire qu'on sait l'efficacité de tel ou tel vaccin parce qu'on a Internet. Je dirais un peu d'humilité. Il y a des gens qui passent leur vie en attendant d'être contredits, parce que quelqu'un se sera rendu compte qu'en fait, soit il y a mieux, soit on s'est trompé, quoi. Donc voilà, c'était ça que je voulais se reconnecter aussi à ce cœur et peut-être à son âme, quoi. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais au vivant, ouais. Voilà. Alors, moi j'ai envie de faire un petit exercice de claquette où on pourrait mélanger les sciences, la politique, la poésie, puis le secours à personne. Avant d'être un expert de l'incendie, moi j'ai pendant des années formé des formateurs dans l'enseignement des gestes de premier secours, des gestes qui sauvent. Au départ on appelait ça le secourisme, après c'est devenu les premiers secours, et après c'est devenu le secours à personne. C'est bizarre de porter secours à personne. C'est vraiment bizarre. Puis ça ne marche pas toujours en plus. Et dans les derniers secours à personne que j'ai fait, 2 jours avant qu'on exige que j'ai un pass pour aller faire mon métier et ranimer un cœur qui s'est arrêté, avec des collègues, on a amassé un cœur qui s'était arrêté dans un hôtel où personne ne nous a demandé de pass ou quoi que ce soit pour faire notre job. Ce que je veux dire par là, c'est que là, je viens d'entendre ce vers quoi moi je me destine en termes de conversion, c'est de passer du massage cardiaque au message cardiaque. Voilà, les messages, vous pouvez les écrire en 2 mots aussi. C'est une série d'ingrédients que vous mettez à disposition de l'autre pour qu'on puisse être dans un cœur à cœur plutôt que dans un corps à corps. Et ça marche encore et encore, comme dirait Cabrel, mais ça marche surtout en cœur avec un H. Voilà. Ça veut dire que plus on saura à émettre de messages cardiaques, alors les gens disent « Ah non, mais il faut du courage pour faire ce que tu fais ». Je dis « Ça dépend comment tu l'écris. Est-ce que ce sont des coups et de la rage ? Ou alors est-ce que c'est le cœur à l'ouvrage qui est l'étymologie pure du mot courage ? Et auquel cas, pourquoi ne pas écrire des ouvrages avec le cœur ? Ou se remettre à l'ouvrage tous en cœur, c'est-à-dire que même peut-être que le mot de métier aujourd'hui, il peut disparaître, et peut-être qu'on peut vivre de nos propres talents qu'on mettrait à contribution des uns et des autres, parce que c'est notre monnaie d'échange. Et là, on ne parle pas d'argent, on parle de monnaie. Moi, demain, je passe un appel, on ne sait jamais, hein, je ne sais pas encore comment je me rends à Manosque pour refaire une petite soirée avec la guitare. Peut-être que dans cette assemblée, quelqu'un demain se déplace à Manosque, et auquel cas, j'ai pas besoin de prendre un train ou un Blablacar.
Alors je me prive d'une rencontre dans le train ou dans le Blablacar, mais je viens de trouver satisfaction juste parce que je vous ai demandé de l'aide, peut-être. Voilà. Donc ça veut dire que ce qui apparaît bizarre aujourd'hui, c'est que vous avez les services de la police, les services de la santé, les services des pompiers, qui commencent à vous demander de l'aide à vous, la population. Bougez-vous le cul. Voilà, bougez-vous. Bougez-vous et faites savoir que vous êtes peut-être maintenant mis à contribution pour effectivement défendre tout ça et comprendre pourquoi nous, on est les derniers remparts d'un monde qui se casse la figure. Par contre, en haut des remparts, on s'est déjà barré depuis longtemps, parce que quand ça va tomber, ça va faire mal, et ceux qui seront restés dans les ruines ne seront pas récupérés par les gens qui les ont mis, ils seront accueillis par les gens qui sont en train de préparer de l'autre côté du pont des suspendus l'hôpital de demain, un hôpital de campagne, un hôtel-dieu, sans doute. Au boulot, allons-y, on a besoin de tout le monde. On n'est peut-être pas les derniers remparts, parce qu'on entendait des enseignants qui sont toujours... enfin, qui subissent des dégradations de leurs conditions de travail, qui étaient en grève du coup jeudi, hier. C'est ça, enfin, et puis tant d'autres, quoi, enfin, la police. Tous ensemble en même temps. Tout ça. Le service public, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Voilà, et puis on finira peut-être avec le monsieur. Service public, le patrimoine de ceux qui en ont pas. Oui, bonsoir à tous. Donc pour une fois, je suis satisfait d'avoir participé à ce film. J'ai trouvé vraiment très bizarre en attendant qu'on donne autant d'attention aux gens qui peuvent être des gens bien placés intellectuellement, des sommités médicales. Et en fait, c'est eux qui sont les porteurs directs auprès de nos politiques pour dire effectivement que les choses ne vont pas, même si nous, en tant que citoyens ou syndicalistes, on participe effectivement au sauvetage des services publics et de la casse telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Ceci dit, j'ai trouvé que l'ensemble des personnes qui étaient interviewées avaient un courage extraordinaire. Parce que ça, c'est tellement rare de nos jours de trouver quelqu'un qui aujourd'hui peut être chef de service, avoir le courage de nous démontrer d'une, que je ne peux pas dire vaccin parce que c'est impossible pour moi, hein, mais de dire que l'injection telle qu'elle nous a été imposée, même si je ne suis pas vacciné, ça veut dire qu'on démontre ces gens-là qui ont toutes les capacités professionnelles pour nous démontrer effectivement que ces injections ne servaient absolument à rien du tout. Un chirurgien qui vous dit même le masque ne sert à rien, alors qu'on a cassé les usines qui fabriquaient le masque pour aller ensuite les acheter aux Chinois. En fait, tout un tas de choses aberrantes qui se sont faites sous le couvert de ce Covid. Ensuite, j'ai trouvé très spectaculaire quand même, c'est que ces gens qui sont à la tête de services très importants dans tous les hôpitaux publics, qui ont fait un choix, a fortiori, de travailler dans les services publics et non pas dans le privé, où c'est que nous disait une des personnes interviewées qu'elle pourrait gagner 10 fois plus. J'ai trouvé ça vraiment d'un courage extraordinaire parce que c'est un choix. Mais c'est un choix de personne pour une carrière qu'elle a décidé de mener à l'intérieur d'un service public. Ce que veut nous détruire l'ensemble des gouvernements depuis une quarantaine d'années. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est qu'ils nous prouvent qu'effectivement, par nos chefs d'État respectifs, qu'on est en train de casser volontairement l'hôpital public. Tout ça au profit, bien sûr, des institutions privées. Et tous les secteurs, aujourd'hui, sont touchés. C'est vraiment d'une gravité extrême. Je me demande même, par rapport au fait aujourd'hui que les gens sont tellement frappés par la fatalité, qu'on se retrouve ce soir 50 sur un film qui me paraît vraiment extraordinaire, de vérité, de véracité dans les témoignages, que moi-même j'en suis surpris. Voilà. Donc je loue l'organisateur, enfin le cinéaste, d'avoir eu
la façon de monter son film, d'avoir choisi les gens qui sont extraordinaires dans leur vérité. Et tout ça, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable, qu'effectivement, on peut penser que il faut croire en l'avenir, parce que il y a encore des gens qui ont suffisamment de courage pour au moins tenter d'inverser la situation telle qu'on veut nous l'imposer. Merci beaucoup. Et moi, je pense un petit bémol par rapport à ce que vous dites, c'est que d'attendre que ce soit les médecins qui fassent changer les choses, on n'est pas dans l'action. Mais en fait, si nous tous, allez, disons-le, à notre échelle, non médecins, on s'unissait et on ouvrait un peu notre bouche, bah, peut-être que ça ferait un effet. En fait, tant qu'on attend que ce soit l'autre qui le fasse, bah, finalement, on peut être que déçu, quoi. Enfin, du coup, c'est ça que je voudrais dire, quoi. Oui. Alors, moi, je peux vous rassurer tout de suite. Vous savez, j'ai fait une carrière de fonctionnaire, et ensuite j'ai été, alors malheureusement à certains instants de ma vie, un fonctionnaire syndicaliste. Je vais vous dire que ceux qui ouvrent la bouche et pour dire la vérité, on n'est pas traité de complotiste, mais ça va beaucoup plus loin. C'est qu'on cherche à éliminer, en tout cas, les personnes qui veulent bien contrarier le projet purement politique. Et ça s'aggrave en ce moment. Et ça s'aggrave en ce moment, parce qu'on continue, de par la loi Sarkozy, hein, je veux dire, je rappellerai simplement ces choses-là, parce que c'est quand même la politique qui font les lois. Et c'est le citoyen qui les vit et qui les supporte, et qui parfois même va jusqu'au suicide, parce qu'il a dû les supporter jusqu'à un certain niveau. Mais il faut à un moment donné, et effectivement, qu'on se rassemble, mais ça fait des décennies. Et je pense que tous ceux qui sont syndicalistes ont cette façon de penser depuis des lustres, et malheureusement, de moins en moins, si la conscience du citoyen prendrait le dessus, afin qu'on arrive justement à se rassembler et à leur dire, à ceux qui sont en face, qui nous veulent tant de mal depuis des décennies, eh bien on est là et on va faire face et on va se battre contre vous. Mais pour ça, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que personne, c'est compliqué parce qu'on sent que les gens sont un petit peu blasés de tout ça. Aujourd'hui, voilà, lorsque vous intervenez, c'est toujours « Ah, tu fais de la politique ». On va être obligé, malheureusement, Merci pour votre intervention. Je vais vous faire un cadeau, juste pour vous empêcher de dormir ce soir. Et on va parler politique, et on va parler de politique et de perversion et de manipulation. Moi, je vous demande ce que vous entendez quand je vous dis « La République en marche ». Est-ce que vous entendez « La République en marche » ou est-ce que vous entendez « La République » en marche? Oui, là, bien sûr. Et quand on entend Renaissance, qui prend la suite, on vient vraiment nous taquiner là où on est en train de se concentrer, nous, sur cette façon de quitter ce Moyen-Âge qui est en train de revenir dans des mémoires cellulaires. Voilà. Donc, quand on a mis son attention sur ces choses-là, on sait qu'on est vraiment engagé politiquement. Autant y aller politiquement parce que c'est très puissant. Et les poètes sont les guerriers les plus dangereux, les plus redoutables. Merci en tout cas pour cette belle soirée. Merci à vous. Merci à tous.